avec Claudine Fouchereau qui va nous rejoindre. On va se pencher maintenant sur les dynamiques réglementaires et institutionnelles qui vont permettre une prise en charge par les acteurs de cet impact carbone. Quels sont les labels, les méthodes, le cadre législatif. On va comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ce label, qu'est-ce que ça veut dire méthode et quels sont les cadres français et européens qui sont en cours de conception. Bonjour Claudine. Bonjour. Je te passe la main pour que tu puisses partager l'écran. Ça marche. Ok, normalement c'est bon. C'est parfait, on t'écoute. Ok. Merci Pierre. Donc effectivement, moi, je vais faire un petit décryptage des cadres de certification carbone enfin, je vais re-switcher. Le jeu des fenêtres, voilà. C'est rien. Décryptage donc des cadres de certification carbone en France avec le label bas carbone et aussi dire deux mots de ce qui se passe au niveau européen. Mais avant de faire ça, c'est vraiment dans la suite de la présentation d'avant, redéfinir ce que c'est que la certification carbone et en le comparant là avec l'affichage environnemental ou le bilan carbone pour bien voir la différence entre ces deux types d'outils qui n'ont pas la même cible, pas le même fonctionnement et pas le même objectif en fait. Et donc un cadre de certification carbone, leur rôle, c'est d'apporter des garanties sur l'impact climatique d'un projet, donc d'apporter des garanties sur le fait qu'un projet, qui peut être un changement de pratique dans l'exploitation agricole, la mise en place d'une nouvelle technologie, enfin n'importe quel projet d'atténuation, d'apporter des garanties qu'il a bien permis de réduire les émissions ou séquestrer du carbone par rapport au scénario tendanciel, qui est ce qui se serait passé sans le revenu carbone, sans la mise en place du projet. Donc ce scénario de référence, c'est un scénario hypothétique qui correspond à la situation de départ. Alors que l'affichage environnemental va apporter une information sur l'impact environnemental d'un produit côté consommateur, en fait, un produit acheté côté consommateur. Donc ça évalue son impact en absolu et ça a pour objectif d'aiguiller, d'apporter de l'information au consommateur, d'aiguiller le consommateur dans son acte d'achat. Alors que la certification carbone, la certification carbone dans le secteur agricole, en tout cas, s'applique la cible, c'est plutôt l'exploitation agricole. Donc, ça va être quelles sont les réductions d'émissions d'une exploitation agricole. L'objectif, c'est pas de dire cette exploitation est bas carbone ou cette exploitation est émettant, c'est cette exploitation est dans une démarche de progrès et a réduit ses émissions de temps par rapport à sa situation de départ. Et donc, c'est vraiment un outil de financement de la transition bas carbone, plutôt à destination des exploitations agricoles. On s'arrête 2 secondes pour repréciser du coup une notion évoquée par Philippe, l'unité fonctionnelle. Du coup, dans l'affichage environnemental, on rapporte souvent du coup l'ensemble de l'empreinte environnementale à un kilogramme de produit, à une unité de consommation. Donc, on a une unité fonctionnelle rapportée à un kilo ou encore une fois une unité de consommation, alors que côté certification carbone, on est plutôt dans une logique à l'hectare et dans un scénario avant-après, sauf erreur. Ouais, enfin, on peut passer par des intensités carbone à l'hectare, au litre de lait, au kilo de viande, mais à la fin, la valeur qu'on a, c'est une réduction, c'est une différence en fait d'émissions entre un scénario tendanciel et ce qui se passe réellement en fait sur l'exploitation agricole. D'accord, donc l'unité fonctionnelle pour la certification carbone n'est pas nécessairement l'hectare. Ça peut à être, la comme fin, tu ce qu'on a, disais, c'est une réduction une différence. à l'exploitation agricole, quoi. De Très bien. l'exploitation agricole par rapport à cette situation de départ. Alors juste pour expliquer pourquoi on a un cadre de certification carbone national qui est donc le label bas carbone, faire juste un court rappel de ce qui s'est passé. Donc la certification carbone, ça existe maintenant depuis plusieurs décennies au niveau international. Il y a eu dans le cadre du protocole de Kyoto ce qu'on appelait les projets MDP et MOC, qui permettaient en fait de certifier des projets de réduction d'émissions comme peut le faire le label bas carbone. Et à côté de ces labels, ces cadres de certification Kyoto, il y a tout un tas de labels privés internationaux qui se sont développés, avec les plus connus qui sont Gold Standard et Verra, et qui sont allés certifier des projets bas carbone à l'international. Et en fait, en 2012,
Donc jusqu'en 2012, en France, il y avait un cadre de certification carbone via Kyoto, qui était les projets MOC, comme on l'appelait. Et donc le protocole de Kyoto s'est arrêté, enfin la deuxième phase n'est pas rentrée en vigueur après 2012, et donc tout ça s'est arrêté, et en fait on s'est retrouvé dans un contexte en France et dans les pays développés où on n'avait plus de cadre de certification carbone, mais où des acteurs, notamment du secteur agricole, mettaient en place des pratiques de réduction d'émissions et voulaient faire reconnaître les efforts et rémunérer en fait aussi ces réductions d'émissions et séquestration carbone, et dans un contexte aussi où un certain nombre d'entreprises françaises compensaient leurs émissions ou voulaient financer des projets bas carbone sur leur chaîne de valeur ou en dehors de leur chaîne de valeur dans le cadre de leur politique RSE climat interne, et se retrouvaient à devoir financer des projets obligatoirement à l'international faute de cadre de certification carbone en France, alors qu'elles auraient aimé contribuer à la décarbonation de leur territoire et pouvoir financer des projets en France. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a développé avec le ministère de la Transition écologique le label bas carbone, qui est donc le cadre de certification carbone français, et qui s'est fait en fait en parallèle au développement d'autres cadres de certification domestiques au niveau européen. Donc là, il y en a quelques-uns. Il y a le Woodland Carbon Code en Angleterre, le Green Deal aux Pays-Bas, et puis hors Europe aussi, un certain nombre de pays se sont dotés de cadres de certification carbone domestique. Donc en France, le fonctionnement du label bas carbone, donc c'est piloté par le ministère de la Transition écologique. Il y a l'arrêté en fait qui définit, c'est le cahier des charges, le chapeau du label bas carbone qui définit quelles sont les grandes règles à respecter pour pouvoir être labellisé par le label bas carbone, qui encadre le développement des méthodes sectorielle. Donc en fait, une méthode sectorielle, c'est ce qui détermine comment on va calculer les réductions d'émissions pour un type de projet donné. Par exemple, la plantation gestion-murée de haies, ça peut être des projets multileviers. Je pense que ça fera l'objet de la présentation suivante, entre autres sur le volet grande culture. Et en fait, dans ces méthodes, on explique comment on définit le scénario de référence, comment on démontre l'additionnalité des projets, c'est-à-dire que c'est des pratiques qui ne se feraient pas d'elles-mêmes en fait sans une incitation économique supplémentaire, quelle méthode, quel modèle on utilise pour évaluer les émissions au niveau de l'exploitation, comment va se passer la vérification, comment on gère le risque de non-permanence aussi sur le volet séquestration carbone dans le sol, parce que quand on stocke du carbone, il y a un risque de relargage, et ce risque de non-permanence doit être pris en compte, comment on gère l'incertitude scientifique dans le calcul des réductions d'émissions, etc., etc. Et donc toutes ces règles-là sont encadrées par l'arrêté. Les méthodes doivent respecter toutes ces règles-là, sont développées par les parties prenantes. C'est pas le ministère qui impose des méthodes, qui impose des pratiques à déployer. C'est vraiment, enfin n'importe qui en fait peut proposer une nouvelle méthode couvrant des nouvelles pratiques. Et ces méthodes en fait, pour être utilisées, doivent être approuvées par le ministère, suite à la consultation d'un comité d'experts qui relie ces méthodes. Et une fois que ces méthodes sont approuvées, elles sont utilisables par tous. Donc une fois la méthode grande culture, une fois qu'elle sera validée, la méthode carbone agréée en élevage bovin qui est déjà validée, n'importe qui peut développer un projet en utilisant cette méthode. Et donc les projets, c'est des groupements d'agriculteurs. Ça cible pas en fait un agriculteur isolé. Ça cible vraiment des groupements d'agriculteurs vont monter un projet en utilisant ces méthodes-là. Généralement, c'est des projets de 5 ans. Donc, ils vont mettre en place un certain nombre de pratiques recommandées sur l'exploitation. Il va y avoir une vérification en fin de projet pour s'assurer que les pratiques ont bien été mises en place, que les calculs pour estimer les réductions d'émissions et séquestration carbone ont été faits dans les règles de l'art, et une fois que tout ça est vérifié, si tout a été fait correctement, les réductions d'émissions générées sur cette période-là, donc en général 5 ans, sont reconnues, inscrites sur le registre porté par le ministère, et peuvent être financées par différents types d'acteurs, que ce soit public ou privé. Je reviendrai un peu plus précisément sur la question du financement dans un instant. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement général.
Un point sur le périmètre, on disait que ça s'adressait, enfin que c'était un périmètre à l'échelle de l'exploitation agricole, mais en réalité, c'est aussi une approche empreinte qui a été retenue dans le cadre du label bas carbone, qui est une innovation par rapport aux standards internationaux qui se focalisaient plutôt sur le périmètre d'exploitation agricole. Là, il y a la possibilité d'avoir une approche empreinte et donc de comptabiliser les réductions d'émissions induites par la mise en place des projets sur exploitation, mais qui ont lieu en dehors de l'exploitation. Donc typiquement, une exploitation qui améliore son autonomie protéique et qui importe moins de soja, c'est autant de réductions d'émissions qui seront visibles dans le calcul et qui seront certifiés donc par le label bas carbone. Donc, Claudine, pardon, tu viens de dire on peut adopter une approche empreinte, ou est-ce qu'on peut ou on doit adopter une approche empreinte? On peut. On peut. Les risques de fuite de carbone doivent être pris en compte, donc il faut s'assurer qu'on ne va pas augmenter les émissions ailleurs. Par contre, si le projet permet de réduire les émissions ailleurs, on peut le compter. Et donc ça, c'est précisé dans les méthodes sectorielles, grande culture, arbo, on y reviendra tout à l'heure avec Baptiste sur la partie grande culture, et c'est au sein de chaque méthode que sont actés le choix d'une approche empreinte et ou bilan, en tout cas à l'échelle d'une exploitation, ou est-ce qu'à chaque fois on laisse la possibilité? Le périmètre précis, les données à récolter et les sources d'émissions qui sont comptabilisées sont fixées dans la méthode. À l'échelle de la méthode. Ok. Donc encore une fois, le label c'est un cadre national et à chaque fois il faut aller descendre au niveau de la méthode sectorielle pour avoir plus d'infos sur les règles et la pertinence scientifique de ces méthodes. Après, je pense qu'on y reviendra. Il y a pas mal de points dans une méthode où il peut y avoir le choix entre plusieurs options et c'est au niveau du projet que le choix se fait. Mais en l'occurrence, là, le périmètre est dans la méthode. Alors ça, c'était très rapidement juste pour dire que le label bas carbone fait pas qu'un focus sur le carbone, contrairement à ce que son nom indique, et que les co-bénéfices sont pris en compte de deux façons. D'une façon, il y a un volet qui est obligatoire, qui est de s'assurer que les pratiques qui sont couvertes par la méthode n'ont pas d'impact négatif sur d'autres enjeux, type biodiversité, qualité de l'eau, etc. Donc ça c'est obligatoire. Et si après l'utilisation de la méthode, on s'aperçoit que finalement elle peut avoir des impacts négatifs sur d'autres enjeux, le ministère peut retirer une méthode. Et par contre, l'autre volet qui est optionnel, c'est d'avoir des indicateurs pour évaluer l'impact positif que le projet peut avoir sur d'autres enjeux, toujours type biodiversité, qualité de l'eau, etc. Et donc ça c'est optionnel, c'est au choix, c'est les développeurs de méthodes qui choisissent d'évaluer l'impact positif sur tel autre co-bénéfice, sachant qu'il y a un intérêt à le faire dans le volet valorisation des projets. Et plus un projet a de co-bénéfice, plus quelque part il est vendable et plus on peut jouer aussi sur le prix du carbone. Alors sur les sources de financement, donc, comme je disais, il y a plusieurs sources de financement possibles pour ces projets bas carbone certifiés. La source de financement historique et évidente que tout le monde a en tête quand on parle des cartes de certification carbone, c'est les entreprises qui cherchent à compenser leurs émissions, qui du coup font leur bilan carbone, réduisent leurs émissions en interne et compensent les émissions résiduelles en achetant des crédits carbone issus de projets de réduction d'émissions certifiés. Alors ça, le concept de compensation est quand même pas mal critiqué et remis en cause, et c'est clairement pas en tout cas la seule raison pour laquelle les entreprises financent des projets bas carbone à l'heure actuelle. Et un certain nombre le font. Alors c'est quelque part qu'un changement de vocabulaire, mais c'est dans une logique de contribuer à l'effort collectif. Et donc, elles cherchent pas forcément à afficher une neutralité carbone, un zéro comptable à la fin. Elles financent des projets bas carbone dans une logique de contribution à l'effort collectif et pas dans une logique d'afficher une neutralité carbone à la fin.
Et puis il y a aussi des entreprises qui, dans leur stratégie RSE, dans stratégie climatique, se fixent des objectifs de réduction d'émissions, et elles doivent le faire d'ailleurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et donc il y a aussi des entreprises, typiquement quand on parle de projets sur le secteur école, des agro-industries qui cherchent à décarboner leur chaîne de valeur et qui peuvent utiliser le label bas carbone pour cibler des financements vers des projets qui ont un réel impact en termes de réduction d'émissions. Et puis, il peut y avoir aussi des financements publics. Il y a des collectivités qui montent des fonds carbone, par exemple. Et il y a aussi l'exemple du plan de relance, la mesure de diagnostic carbone, qui permettent de financer le diagnostic GES, les plans d'action sur des exploitations. Donc, un plan qui définit quel levier va être particulièrement pertinent de mettre en place pour telle ou telle exploitation, qui sont en fait les premières étapes d'un projet label bas carbone, et qui peuvent être des étapes assez coûteuses d'ailleurs, des projets qui pourraient être prises en charge par cette mesure du plan de relance, sachant que c'est que à destination des jeunes agriculteurs pour le coup cette mesure. Et donc l'objectif, ce que je mets là, c'est vraiment de jouer. Enfin, on sait que c'est pas un acteur ou un type de financement qui va pouvoir couvrir l'ensemble des besoins de financement pour la transition bas carbone des exploitations agricoles. Donc l'objectif, c'est vraiment de jouer sur la complémentarité de ces sources de financement, et peut-être au-delà de celles que je viens de citer et qui sont opérationnelles, qui existent déjà à l'heure actuelle, on peut aussi imaginer d'autres sources de financement pour ces projets label bas carbone. Peut-être demain une demande réglementaire en crédit carbone, et donc ça va être notamment le cas a priori via la loi climat et résilience, où les compagnies aériennes devront compenser les émissions de leurs vols domestiques, et en privilégiant des projets en France et en Europe. Donc là, ça serait une demande plus volontaire, comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais c'est des entreprises qui ont obligation en fait de financer des projets bas carbone certifiés. Et puis on pourra aussi imaginer demain des financements pour ces projets-là en complément de financement privé issus des financements publics issus de la PAC, par exemple, et puis aussi des particuliers qui pourraient venir financer de manière agrégée ce type de projet. Alors au niveau européen, justement, en parlant de la PAC, il y a la Commission a décidé de créer un cadre de certification carbone européen à destination des secteurs des terres, plutôt sur le volet donc puits de carbone. Ça découle de la stratégie Farm to Fork. Le cadre là est en train de d'être développé, de se mettre en place, et les 3 pistes de financement envisagées par la Commission à ce stade, c'est d'une part les marchés carbone volontaires. Donc là, c'est un peu ce qui existe déjà avec le label bas carbone. C'est des entreprises qui, de manière volontaire, cherchent à décarboner leur chaîne de valeur ou à compenser ou à contribuer à l'objectif de neutralité carbone, et donc vont financer ce type de projet de manière volontaire. Une demande peut-être demain réglementaire avec le marché européen d'échange de quotas, les grosses installations très émettrices qui sont soumises à contraintes dans le cadre du marché européen d'échange de quotas, qui pourraient venir financer ces projets bas carbone sur le secteur des terres. Et troisième source de financement envisagée, c'est des aides, des financements publics issus de la PAC. Donc ça, c'est à suivre. L'objectif, c'est que ce cadre soit opérationnel en 2023, et l'idée, c'est qu'il s'inspire au maximum du retour d'expérience qu'on peut avoir en Europe, et en particulier en France avec le label bas carbone, et que ces cadres soient interconnectés. Claudine, justement, dans les cadres, tu as précisé que le cadre du label bas carbone, c'était sur des projets de 5 ans. Pourquoi 5 ans, et est-ce qu'on va retrouver cette même durée pour le cadre européen, si tu as quelques infos? Alors sur le cadre européen, honnêtement, je sais pas. En France, c'est pas pour les projets forestiers, par exemple, c'est 30 ans. Donc même pour un cadre, en fait, ça peut varier quand même d'un projet à l'autre, mais la norme, on va dire, le cas le plus fréquent, c'est 5 ans. Et en fait, c'est 5 ans renouvelables. Et l'idée, c'est aussi de se dire qu'en fait, des pratiques
qui sont considérés comme additionnels, c'est-à-dire qui sont pas la norme, pour lesquels il y a des freins à leur développement. Dans le scénario tendanciel. Voilà, celles qui sont, voilà, elles ne seront peut-être plus, en fait, ces freins n'existeraient peut-être plus dans 5 ans, en fait, et que la démonstration de l'additionnalité doit être faite quand même assez régulièrement pour assurer la crédibilité du dispositif. Allez, après, revenons sur la question ça aurait pu être 5 ou 7 ans, mais... Ouais. C'est un peu un message réflexion. Revenons sur la question de l'optimisation des coûts des projets, parce que c'est aussi l'un des sujets et qui justifie peut-être l'emploi du numérique. Voilà, c'est pour faire un peu la transition avec la suite. Donc en fait, le revenu carbone, donc les crédits qui vont être vendus, l'objectif c'est qu'ils couvrent les coûts du projet. Et donc dans les coûts du projet, on a trois types de coûts. Il y a les coûts de mise en œuvre des pratiques, des technologies. Donc il peut y avoir des besoins de formation, d'investissement, s'il y a besoin d'acheter du nouveau matériel, dans le cas de la méthanisation par exemple, il y aura des besoins d'investissement. Il y a l'idée d'avoir une incitation économique aussi pour passer à l'acte. Juste couvrir les coûts suffit pas forcément, et notamment quand il y a une prise de risque, il y a besoin d'avoir un revenu additionnel pour que ce soit en fait incitatif et que les acteurs passent à l'acte et s'engagent dans ces démarches-là. Et puis il y a le coût aussi du MRV, c'est pour monitoring, reporting, vérification. Donc ça, c'est tous les coûts liés à montage du projet, récolte des données, vérification par un auditeur, etc. Et donc quand on agrège tous ces coûts, ça c'est les porteurs de projet en fait qui estiment ces coûts, qui en face ont le potentiel de réduction estimé, et en faisant un produit en croix, ça leur donne en fait finalement le prix plancher en dessous duquel c'est pas intéressant de s'engager dans ce type de démarche, ça va pas être rentable pour l'agriculteur de partir. Et donc en France, là les premiers projets, pour donner un ordre d'idée, ils sont autour d'une 40aine d'euros la tonne de CO2 équivalent, alors qu'à l'international on est plutôt autour de 3 euros la tonne. Et donc vu ce différentiel, on voit que 100% du financement va pas être réorienté en France. Il y a un grand nombre d'entreprises, surtout celles qui sont encore dans une logique compensation carbone, acheter un nombre de volumes de crédits bien déterminés, vont pas rapatrier toute leur compensation sur des projets en France, vu le différentiel de prix. Et donc il y a 3 implications, 3 conclusions qu'on peut en tirer, ou 3 améliorations du dispositif qu'on peut imaginer. Le premier, c'est un effort de marketing et de faciliter la rencontre offre et demande pour les projets français. Donc ça, c'est faire la démonstration de l'impact multidimensionnel en fait des projets et pas que sur le volet carbone, et faciliter vraiment cette rencontre entre les porteurs de projets, les agriculteurs et les financeurs. Et ça, c'est le rôle des intermédiaires qui se développent, type France Carbone Agri Association pour la méthode Carbone Agri, mais il y en a d'autres types aussi qui sont en train de se mettre en place actuellement autour du label bas carbone. L'autre voie d'amélioration, c'est vraiment de diversifier les sources de financement, de s'assurer que des nouvelles sources de financement voient le jour, y compris publics. Et en fait, ces financements publics fléchés vers ces projets LBC vont permettre de couvrir une partie du coût et de faire baisser le prix de la tonne, et du coup d'aller chercher plus facilement des financements privés pour ces projets-là. Et enfin, pour faire le lien avec la suite, il y a aussi toute une voie qui consiste à réduire les coûts de VMRV de ces projets, notamment le volet récolte de données et potentiellement vérification, où a priori les apports du numérique pourraient être utiles. Il y a sûrement plein de choses à faire à ce sujet-là. Parfait, merci beaucoup Claudine. Il y a plein de questions qui te sont posées, mais on va garder ça pour tout à l'heure. J'en ai glissé quelques-unes pendant ton exposé.